Bonjour à tous. Je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir être en présentiel cette fois-ci. Laure Bournaise, je suis chargée de projet de recherche en écoépidémiologie et je travaille à l'ANSES au laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy qui est situé à Malzéville. Je vais vous parler aujourd'hui de l'écoépidémiologie du virus de l'encéphalite attique en France. Le virus d'encéphalite attique, c'est un arbovirus de la famille des Flaviviridés et du genre Orthoflavivirus. Ça appartient en fait au même genre que d'autres virus qui sont transmis par les moustiques, comme le virus de la dengue, virus West Nile, qui est présent dans le sud de la France et en Gironde, et aussi le virus Ouzoutou, qui est transmis entre les oiseaux et les moustiques et qui est présent également partout en France. Donc ça, c'est important à retenir pour après. Il y a des virus qui sont parmi notre groupe qui sont transmis que par des tiques dures notamment le virus dans la cellule attique qui va appartenir en fait à un complexe de virus qui sont très proches d'un point de vue antigénique. Il y a notamment le virus Looping qui est assez proche. Et parmi en fait le virus TBEV, on va distinguer trois sous-types principaux. Il y en a d'autres, mais c'est principalement ces trois sous-types qu'on considère. En Europe de l'Ouest, on a un seul sous-type qui est le sous-type européen et qui, heureusement pour nous, est le moins virulent, en tout cas qui a une pathogénicité qui est moins importante que les deux autres. En termes d'infection chez l'homme, on considère que dans la majorité des cas, en fait, dans 70 à 80% des cas, les personnes infectées ne développent aucun symptôme. Mais parmi celles qui vont développer des symptômes, on va d'abord avoir un syndrome pseudo-grippal qui peut rester juste sur un syndrome pseudo-grippal. Et dans 20 à 30% de ces cas symptomatiques, ça peut évoluer dans une deuxième phase qui est plus avec des symptômes neurologiques qui, dans la majorité des cas, entraînent une hospitalisation et dans la moitié des cas, peut entraîner des séquelles neurologiques à long terme assez gênantes. Et donc, d'un point de vue infection, ça peut être assez dur. En termes de prévention, il y a plusieurs vaccins d'ailleurs qui existent avec de très bonnes protections. Et sinon, c'est la protection individuelle habituelle contre les piqûres du tique, en essayant d'éviter les zones de présence, porter des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs. Ce qui est important, c'est que contrairement à la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme, la transmission du virus TBEV est très rapide, et donc c'est de l'ordre de quelques heures. C'est un cycle de transmission qui est entre les rongeurs et les tiques. On considère qu'en fait les femelles infectées vont pas transmettre à leur descendance le virus. Donc on a une transmission verticale qui est très faible. Et donc ça veut dire que la majorité des larves qui vont émerger vont être naïfs du virus. Et elles vont s'infecter lorsqu'elles se nourrissent sur un petit rongeur. Et soit parce que ce rongeur en fait a été infecté au préalable par une nymphe et a développé une vérémie. La larve qui se nourrit sur un rongeur vérémique va être infectée par le virus, ou soit elle va se nourrir ce qu'on appelle par co-repas, elle va être infectée par co-repas lorsqu'elle se nourrit à proximité d'une nymphe qui est infectée. Donc en gros, on va avoir une larve qui se nourrit à très forte proximité d'une nymphe infectée, il y a une sorte de partage de bassin de salive et qui fait qu'on a une sorte de transmission du virus sans qu'il y ait besoin que le rongeur ait développé une vérémie au préalable. Une fois que la larve est infectée par le virus, dans la grande majorité des cas, elle va garder le virus lorsqu'elle se métamorphose en nymphe. La nymphe, pareil, peut garder le virus dans une grande majorité des cas quand elle se métamorphose en adulte. L'homme va se contaminer par une piqûre d'une tique infectée, donc principalement au stade nymphe et au stade adulte. Mais il y a une deuxième voie de contamination qui est par consommation de produits à lait cru, puisque les ruminants vont pouvoir s'infecter eux aussi par piqûre de tique, et les vaches, brebis ou chèvres qui sont infectées, dans certains cas, vont excréter le virus dans le lait pendant 3 à 23 jours, et donc l'homme peut ensuite se contaminer par la consommation de produits au lait cru. On considère que la pasteurisation va éliminer le virus infectieux. Sur cette transmission par voie alimentaire, c'est une voie de transmission qui est un peu moins fréquente. On considère qu'elle est moins fréquente que via la piqûre de tique, mais ça peut arriver par un cluster, donc on peut avoir un nombre de cas assez important associés à cette consommation avec un foyer. Une méta-analyse en Europe a montré qu'en fait, dans la grande majorité des cas,
c'était lié surtout à la consommation de produits de lait de chèvre cru. Ensuite plutôt de brebis et ensuite de vaches. Euh, Ici, en fait, on n'arrive pas à 100% parce qu'en fait, dans les autres cas, il y avait à chaque fois double type de produit. Bah, par exemple, produit au lait de chèvre ou le produit au lait de bovin, qui ne permet pas de distinguer les deux. Et donc, cette différence, en fait, entre lait de chèvre, lait de vache et lait de brebis, on reviendra plus tard, mais en fait, on ne sait pas encore complètement l'expliquer. En Europe, on a une tendance à avoir, sur ces dernières années, une augmentation du nombre de cas de TBE. Et on considère qu'on a à peu près plus de 3500 cas par an en Europe avec une vingtaine de décès. Euh, En Europe, la plupart des cas humains, en fait, et surtout en Europe centrale, Europe de l'Est et Europe du Nord. Et en fait, la France est située vraiment à la limite ouest de la distribution du virus, même s'il y a eu des cas récents, très récents, qui ont été détectés donc en Belgique et très récemment en 2019 en Angleterre. La distribution du virus est plus restreinte que celle de son vecteur, qui est donc la tique Ixodes ricinus. Donc vous avez sur cette carte à droite la distribution d'Ixodes ricinus qui est en rouge et la limite en pointillé de la distribution du virus. Donc on voit bien qu'en fait on a des zones à l'ouest où on a la tique mais on n'a pas le virus. Et en fait il faut qu'il y ait des conditions spécifiques, biotiques et abiotiques spécifiques pour qu'il y ait le virus. Alors si on essaie de comprendre un peu plus, en fait le virus encéphalitique c'est globalement un cycle qui est assez fragile en termes de transmission. Parce que, donc, comme je vous ai dit, la larve va pouvoir s'infecter sur un rongeur qui est virémique. Mais en fait, la virémie chez les rongeurs est extrêmement courte. En gros, c'est de l'ordre de quelques jours. Contrairement à la bactérie responsable de la maladie de Lyme, où les rongeurs peuvent être infectés pendant plusieurs mois, là, on est sur de l'ordre de quelques jours. Et ce qui fait ça peut expliquer en partie qu'on va retrouver une très faible prévalence du virus dans les tiques. Donc, dans les nymphes en particulier, on va avoir en fait des prévalences qui sont inférieures à 1% dans la majorité des sites, même s'il y a quelques sites rapportés en Europe où on est plutôt entre 1 et 5%, voire un maximum de 14-20%, mais c'est extrêmement rare. En France, les quelques études conduites ont aussi trouvé des prévalences très faibles, entre 0,03 à 1%. Généralement, en fait, dans les nymphes, on est plutôt à inférieur à 1%, et dans les adultes, on est de l'ordre du 1-2%. Alors, c'est possible aussi, ce qu'on suspecte sur ces prévalences, c'est que, il y a peut-être un problème de détection en termes de méthode, et que lorsque la tique pique et se nourrit, il peut y avoir une multiplication du virus à ce moment-là, et en fait, on observe des fois des prévalences un peu plus importantes. Donc, c'est possible, en fait, qu'on sous-estime en quelque sorte les prévalences dans les tiques. Une autre particularité de ce virus, c'est qu'on considère qu'il a une distribution en micro-foyers. En fait, il n'y a pas une répartition homogène sur l'ensemble du territoire. On va vraiment avoir des patchs où, donc notamment dans des forêts, des patchs forestiers où on va avoir présence du virus et à quelques mètres, centaines de mètres, on peut ne pas avoir le virus. Donc c'est ce qui complique son étude. Et les conditions biotiques et abiotiques sont vraiment spécifiques et nécessaires pour que le virus puisse persister, sont pas encore totalement bien déterminées. Il y a cependant quelques hypothèses qui sont rapportées dans la littérature, notamment donc du fait que la virémie est très courte chez les rongeurs et de cette nécessité aussi d'une transmission par corrépa. En fait, ça nécessite qu'il y ait les larves et les nymphes d'Ixodes ricinus, de la tique, qui soient synchrones et donc elles soient actives au même moment. Et potentiellement, il y aurait en fait un décalage, notamment à l'ouest de la France. Donc là, c'est un exemple sur le site à droite, où en fait on aurait une activité des nymphes qui est plus précoce, donc qui est plutôt au printemps et voire des fois qui peut commencer dans certains endroits dès mars-avril maintenant, et avec une activité des larves qui peut être un peu plus tardive, et donc on aurait ce décalage qui empêcherait en fait la persistance du virus. Contrairement à ce qui peut être observé à l'est, où là, on a une activité plutôt synchrone des nymphes. Il est possible aussi que le nombre de tiques qui se nourrissent sur les rongeurs soit en lien avec les conditions météorologiques et soit plus importante à l'est qu'à l'ouest, et donc ça limite aussi la transmission. Et il y a aussi un effet d'hôte qui peut être plus compétent pour transmettre TBEV, comme le mulot à collier, qui est un petit rongeur qui est connu en fait pour bien transmettre TBEV et qui est présent en fait à l'est et absent à l'ouest de la France et qui pourrait jouer sur cette distribution. Et d'autres éléments peuvent être aussi en lien avec la persistance du virus dans les tiques qui peut être influencée par les conditions météo.
et aussi une coadaptation entre le virus et les souches qui sont de plus en plus démontrées actuellement. Alors, quelle est la situation en France? En France, il faut savoir que la maladie est devenue à déclaration obligatoire chez l'être humain que depuis mai 2021. Donc, c'est assez récemment où ça permet d'avoir en fait la liste exhaustive vraiment de tous les cas. Et aussi, ça a permis de fortement sensibiliser les médecins au diagnostic. Et donc, on a aussi de plus en plus en fait de cas qui sont remontés aussi par une meilleure sensibilisation. Donc, finalement, c'est assez dur de savoir quelle était réellement la répartition du virus avant. Euh, on recense à peu près entre 20 à 40 cas par an, donc c'est pas non plus trop énorme. Et c'est majoritairement des cas où il y a eu une transmission par piqûre de tique. Mais cependant, il y a souvent une exposition commune qui est rapportée entre tiques et produits laitiers non pasteurisés. Donc il peut être difficile finalement de faire la part des choses entre les deux voies de contamination. On suspecte une origine alimentaire, mais qui n'a pas été vraiment confirmée. Il y a eu en fait deux cas, enfin, quand on suspecte, c'est parce qu'il y a deux cas rapportés en lien avec un même élevage. Et donc, cette suspicion a été réalisée sur 6 à 141 cas autochtones déclarés, soit 4% des cas. Il faut savoir que dans la majorité des cas, en fait, c'est souvent, il y avait deux cas en lien avec un élevage, mais c'est souvent en fait soit les éleveurs eux-mêmes, soit des salariés éleveurs des éleveurs. Et ce qui fait qu'en fait, ils sont à la fois piqués par les tiques au même endroit, soit ils consomment aussi les produits, donc c'est difficile de faire la part des choses. Parmi les professions qui sont les plus exposées, on retrouve classiquement celles qui sont plus exposées aux tiques, mais néanmoins, on retrouve quand même une forte proportion parmi les cas, donc c'est 13% parmi les cas qui sont en lien avec l'élevage, 3% qui sont en lien avec la forêt et 5% qui sont en lien avec paysagiste, horticulture, maraîchage. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le nombre de cas en France, donc là vous voyez la carte, c'est le nombre de cas cumulés entre 2021 et 2024. Donc grosso modo, c'est sur la moitié est de la France. Et le nombre de cas le plus élevé est en Alsace et en Haute-Savoie. Et sur cette distribution, finalement, en fait, la distribution du virus en France, c'est quand même mal connu, puisque, bah, comme je disais, la maladie chez l'homme est devenue à déclaration obligatoire que récemment. Et de toute façon, les cas humains, c'est un peu le haut de l'iceberg. Il y a une sous-détection et en plus, c'est pas l'hôte principal. Donc, il y a que quelques cas qu'on peut détecter. Et ça nécessite finalement de faire d'autres études pour un peu compléter cette image-là. Et une autre manière de faire, du fait que finalement la prévalence en éthique est extrêmement faible, comme je l'ai dit, donc avec moins de 1%, on considère qu'en fait, même dans une zone où le virus circule, il faut analyser pratiquement 1000 tiques pour être sûr de le détecter. Donc en fait, analyser les tiques aurait un coût trop énorme et impossible d'avoir une vraie image à une telle échelle spatiale. Donc un autre moyen qui est classiquement utilisé, c'est d'aller chercher les anticorps chez les mammifères qui sont de bons sentinelles. En effet, ils peuvent développer des anticorps spécifiques anti-TBEV pendant plusieurs années. Et on peut du coup aller rechercher, donc soit dans la faune sauvage, par exemple les chevreuils qui sont fortement exposés aux tiques, soit aussi aller chez les animaux domestiques comme les bovins. Il y en a un peu partout et il y a des sérums qui sont prélevés chaque année pour de la surveillance des maladies réglementées. Modulo, disons qu'en termes ils sont très en contact avec les tiques infectées, mais il faut quand même que les pâtures soient très proches de bois pour ça. On verra ensuite. Euh, pour ces enquêtes sérologiques, on utilise classiquement des tests ELISA pour détecter ces anticorps. Et néanmoins, les tests ELISA ont des réactions croisées avec d'autres flavivirus, et notamment les flavivirus qui sont transmis par les moustiques, dont je vous ai parlé plus tôt, et notamment le virus West Nile et le virus Ouzoutou. Et sachant que le virus Ouzoutou, lui, est présent sur l'ensemble du territoire français. Donc, il y a une nécessité ensuite de confirmer en fait ces résultats par séroneutralisation, qui est le test un peu gold standard. Mais cette séroneutralisation ne permet pas de distinguer les virus du complexe TBEV. En gros, on peut juste savoir que c'est un virus de ce complexe, mais on n'est pas sûr que ce soit le virus TBEV. Et donc là, sur la carte sur la droite, je vous ai mis un petit bilan en fait des dernières publications sur les traces sérologiques qui ont été détectées dans la faune sauvage ou les animaux domestiques, qui montrent donc présence d'anticorps du complexe TBEV, sans qu'on sache exactement si c'est le virus TBEV. Et donc, potentiellement, en fait, dans cette zone ici, on peut supposer en fait TBEV est peut-être plus présent
dans ces départements et qui irait peut-être jusqu'en Île-de-France. Ça reste encore à prouver. Et plus étonnamment, en fait, en Gironde, on a eu un certain nombre de chevaux et de bovins qui étaient fortement positifs avec des anticorps neutralisants. Et donc là, ça pose vraiment la question d'aller investiguer un peu plus pour essayer de trouver quel est le virus. Et en fait, pour trouver le virus, il faut réussir à isoler le virus soit dans des tiques, soit dans des organes d'animaux, rongeurs ou autres animaux. Et dans le Grand Est, quelle est la situation? Donc, historiquement, en fait, depuis les années 70, en fait, on sait qu'il y a du virus TBEV en Alsace, mais finalement, dans le reste de l'Alsace, on n'avait pas tant de données. Et c'est pourquoi on a mis en place, en fait, une étude de séroprévalence chez les bovins dans le Grand Est, en prenant donc l'Alsace et les trois départements de l'Est de la Lorraine. Et on a prélevé en fait environ 120 petites cellules de 10 fois 10 km. Et dans chacune de ces cellules, on a analysé 40 sérums de bovins. Et du coup, on a obtenu une séroprévalence globale de 7,5% dans l'ensemble de la zone. On voit qu'on a des variations spatiales et donc notamment ici les Vosges du Sud qui sont avec les séroprévalences les plus élevées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des animaux séropositifs sur l'ensemble de la zone. Et c'est assez différent de ce qu'on observe à la même époque sur le recensement des cas humains qui sont principalement concentrés en Alsace et un tout petit peu à l'est, donc Moselle et des Vosges. Et donc on peut se poser la question sur ce décalage. Ça peut être lié à une différence d'exposition et que finalement, pour une raison ou une autre, à l'ouest de la zone, on a moins d'exposition avec une circulation qui est un peu plus faible. Ou ça peut être lié aussi à un problème peut-être de diagnostic. On a profité de cette étude pour regarder les facteurs qui étaient associés à une plus forte exposition des bovins au virus dans le Grand Est. Et trois facteurs majoritaires ressortaient. La proportion de surface de forêt mixte, donc plus il y avait de forêt, plus on avait une prévalence élevée, ce qui est assez logique puisque c'est en gros l'habitat qui est favorable à la fois aux tiques et aux hôtes. On avait également l'importance de la surface de pâture proche d'une zone boisée. Donc, plus il y avait une pâture proche d'une zone boisée, la surface augmentait, plus il y avait une surprévalence élevée. Et donc ça montre bien l'effet, enfin, le besoin de contact entre les bovins et les tiques qui soient favorisés. Et plus étonnamment, en fait, on avait une association négative, une séropositive qui était plus faible lorsque les températures annuelles étaient plus élevées. Et ça, en fait, on n'a pas forcément de réponse à pourquoi on observe ça. Donc, soit c'est une association qui est en lien avec un autre facteur. Par exemple, dans la zone, on avait plutôt un milieu en lien avec la montagne, avec peut-être des conifères, enfin, il y avait peut-être autre chose, ou sinon, il y a un effet température dépendant sur la survie des tiques, la survie du virus dans les tiques. Ou ça peut être aussi un effet sur les larves. Donc voilà, mais biologiquement, on n'a pas encore de réponse là-dessus. Ça, c'était une étude qui a été faite là ponctuellement. Sur le facteur température, c'est un facteur qui est identiquement a été ressorti sur une étude en Europe, donc on voit qu'il y a peut-être un lien quand même à creuser là-dessus. Mais en tout cas, il y aurait besoin de compléter par d'autres études en France pour comprendre les facteurs qui influencent l'exposition des ruminants au virus TBEV. En termes de risque de transmission alimentaire, en fait, en France, on a eu notre premier cas de contamination alimentaire en 2020, et c'est un premier cluster qui était assez important en termes de nombre, puisqu'on a eu 43 cas qui ont consommé du fromage frais de chèvre qui provenait du même élevage et qui ont été malades de TBEV. Donc ça a surpris un peu tout le monde. Il y a eu un petit moment de flottement parce que c'était dans un département où ils n'avaient jamais détecté encore TBEV. Donc du coup, il y a eu un petit flottement en termes de diagnostic au départ. Et donc, il faut savoir, voilà, ça a été un impact économique et psychologique assez énorme pour l'éleveur, puisqu'en gros, ça a bien diffusé dans la presse et il y était un peu pour rien. Et du coup, ça a quand même pas mal bloqué son élevage et sa production. Depuis 2020, il y a eu moins quatre autres suspicions. Et comme je disais, les éleveurs sont particulièrement touchés et potentiellement parce qu'ils ont cette double exposition, c'est-à-dire que beaucoup consomment leurs propres produits en lait cru et ils sont aussi beaucoup piqués.
Sur ce risque de transmission alimentaire, je n'irai pas trop dans le détail, mais en fait, c'est pas une voie de contamination qui a été beaucoup étudiée jusqu'à présent. Et donc, en fait, on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Notamment, bah, quel est le risque en France? Voilà, on avance un peu, mais on ne sait pas ce qu'il en est réellement. Plus gênant, en fait, on ne sait pas exactement quels sont les produits à risque. On sait que les produits très frais le sont. On sait que c'est surtout associé au lait de chèvre, mais en fait, on ne sait pas dans quelle mesure des faisselles de bovins sont par exemple à risque, et on ne sait pas dans quelle mesure en fait des produits un peu plus affinés, enfin par exemple un fromage de chèvre sec, est-ce qu'il est encore à risque de contamination ou non? Euh, on ne sait pas effectivement pourquoi on a une telle différence entre chèvre, brebis et vache. Ce qu'on suppose, c'est que en fait, ça peut être lié à une différence d'expression par les trois espèces, à une différence aussi de persistance dans la matrice lait, puisque la composition du lait est très très différente entre ces trois espèces. Et ça peut être aussi lié à une différence finalement du type de produit fabriqué, avec des affinages et de la thermisation, qui est peut-être plus importante pour des produits de lait de vache que lait de chèvre. Et aussi, ce qui est assez gênant en termes de gestion, c'est qu'on ne connaît pas la dose infectieuse pour l'être humain, et donc ça limite la gestion derrière. Si on considère en fait donc le bassin de production de lait cru de chèvre en France, en fait, c'est uniquement présent en Auvergne-Rhône-Alpes et sud de Bourgogne. Et en plus, c'est une zone où ils pratiquent du pâturage, contrairement en fait à l'ouest de la France où là, il y a une forte production de chèvres, mais ils ne font pas de pâturage. Donc en fait, notre zone à risque, c'est vraiment cette zone Auvergne-Rhône-Alpes et sud de Bourgogne. Et c'est là où on a eu d'ailleurs nos suspicions. Il faut savoir il n'y a pas de surveillance en élevage qui est réalisée. Ce n'est pas une maladie réglementée en élevage. Et en fait, on fait des investigations que en cas de toxi-infection alimentaire collective, c'est-à-dire qu'on peut recenser plusieurs cas qui sont en lien étymologique avec un élevage donné. Donc, en conclusion sur ce virus, c'est un virus dont la distribution est quand même mal connue en France. Donc, que ce soit au sein des départements où des cas ont été détectés, ou que ce soit plus à l'ouest de la France avec ces questionnements des traces sérologiques qu'on a retrouvées, de savoir si c'est vraiment le virus TBV ou pas. En tout cas, les enquêtes qu'on fait chez les animaux peuvent permettre à avoir plus d'informations sur cette distribution du virus. En termes de le risque de transmission alimentaire en France, ben, il reste à déterminer. En tout cas, et potentiellement, ça peut concerner principalement la région Aura si on considère la filière caprine avec la production au lait cru et avec cette pratique de pâturage. Mais il y a un besoin globalement de travaux de recherche pour améliorer nos connaissances sur ce virus, sur les zones de présence et les facteurs associés, sur la dose infectante pour l'être humain en termes de dose orale, et sur l'expression virale dans le lait par les différentes espèces et la persistance du virus en fonction des matrices et des procédés fromagers. Je vous mets ici, il y a quelques liens donc, avec les rapports annuels des cas de TBE sur Santé publique France. Et il y a un rapport d'expertise collective ANSES qui est sorti en juin 2025 et qui fait un gros état des lieux sur tout ce qu'on sait sur TBEV globalement et la situation en France. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'avais une question sur les mammifères qui sont des chercheurs des fois et qui se baladent pas mal en Europe, et sur la vaccination. Donc, tout à l'heure, vous disiez que effectivement le vaccin était efficace sur les différentes souches TPE. C'est quoi les préconisations aujourd'hui? On voit qu'en Suisse, par exemple, dans certains Länder allemands, la vaccination est devenue obligatoire pour toute la population. Aujourd'hui, nous, en tant que médecin du travail, on va vous le présenter à la fin de cette présentation, enfin, de la journée. On essaie de ne pas tout de suite aller à la vaccination parce qu'on va vraiment déjà s'assurer qu'il y ait une protection mécanique qui soit suffisante et chimique éventuellement. Parce que comme on l'a vu, il y a beaucoup de pathogènes qui sont transmis. Aujourd'hui, c'est quoi la vision sur les besoins de vaccination de notre population de chercheurs et surtout par rapport aux expositions potentielles qu'ils peuvent avoir, sachant qu'ils font des fois tout, quoi. C'est-à-dire que, alors je parle des chercheurs techniciens en général, qui vont dans les forêts, qui font des pâturages, des prairies, des analyses de sol, voilà, dans des endroits qui sont très variés et très variables aussi. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui.
En termes de vaccination, il faut savoir qu'en Europe, effectivement, certains pays ont décidé de rendre la vaccination obligatoire comme en Autriche depuis longtemps, mais ils avaient un nombre de cas beaucoup plus élevé hein, que chez nous. La Suisse, c'est très fortement recommandé, donc il y a voilà, un certain nombre de pays qui recommandent fortement la vaccination, mais encore le nombre de cas, enfin, en Suisse, par exemple, c'est 300 cas par an, nous, on était plutôt à 30 cas par an, donc voilà, c'est pas le même rapport. En France, actuellement, les seules recommandations, c'est pour les voyageurs qui vont en zone endémique de TBEV. Il faut savoir qu'il y a un groupe HAS de la Haute Autorité de Santé qui est actuellement en cours, qui va bientôt produire de nouvelles recommandations vis-à-vis de la vaccination TBEV, et notamment, je pense qu'ils vont considérer les différents professionnels à risque, et donc ils vont revoir ça. Après, je dirais qu'en termes voilà, de médecine du travail, enfin, pour moi, de ce que je comprends, c'est chaque organisme, actuellement en tout cas, parce qu'il n'y a pas de recommandation officielle, chaque organisme en fait décide ou pas de préconiser la vaccination. Je sais que l'ONF a un peu les mêmes problèmes de savoir est-ce qu'ils préconisent ou pas. Nous, à l'ANSES, voilà, on est vacciné par rapport à TBEV. Le seul truc, je dirais quand même qu'il faut garder en tête, c'est que contrairement à Borrelia, la transmission peut être assez rapide. Donc, et toutes les mesures, on va dire, qu'on prend ne sont pas efficaces à 100%. Voilà. Donc après, c'est, on va dire, à chacun de voir par rapport au risque. Je sais pas si j'ai répondu bien à votre question, mais... Il a plus le micro, il ne peut pas répondre. Moi, j'avais une question. On a vu que ça augmentait lentement en Europe. Quelles sont les causes donc, de l'augmentation et quelles sont les prévisions quant à l'incidence de cette maladie à long terme? Est-ce qu'il est voué à augmenter? Pourquoi? Je dirais je pense qu'on ne sait pas actuellement effectivement les causes de l'augmentation, puisque en fait, comme je disais, on n'a pas vraiment bien compris les déterminants réels et les facteurs réellement associés à la présence du virus. Ce qu'on voit, c'est que en Europe, on va avoir certains pays où il y a eu effectivement une extension des zones où il y avait TBEV. D'autres, ça a changé. Enfin, je sais que l'Autriche, par exemple, ça a un peu changé sur la répartition des cas. C'est possible que ce soit multifactoriel, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait un impact, on va dire, du changement climatique, avec les températures peut-être plus favorables qui favorisent une meilleure synchronicité des nymphes et des larves. C'est possible qu'il y ait aussi les autres qui soient favorisés. Voilà. Et du coup, c'est difficile à répondre sur le pourquoi du comment, en fait, actuellement. Merci Laura. En ligne, il y avait une question de sérologie Medline. C'est le docteur Elisabeth Beau qui pourra répondre dans sa présentation. Et une remarque sur l'expérience patient pour Borrelia suggère toutefois que quelques heures d'attachement génétique suffisent souvent à infecter. Mais là, dans le cadre du virus, on est vraiment à quelques minutes, plutôt quelques dizaines de minutes. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide, quasi instantané. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer. Merci beaucoup, Laura.